Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, mon invité est Aurélie Godefroy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Eh bien, je suis ravie que tu puisses participer à cette émission sur justement notre fil conducteur qui est d'oser sa vie. Pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà avec tout ce que tu as fait. Tu es journaliste, réalisatrice, animatrice. Tu présentes l'émission Sagesse bouddhiste sur France 2, mais tu réalises aussi des podcasts pour l'INRES. Tu écris aussi pour Le Monde. Et tu es aussi l'auteur bien déjà d'une dizaine de livres. Et tu as notamment, bien, pour donner quelques exemples, publié L'Oracle de secrets des sorcières chez Guiffre et Daniel, et aussi Des femmes inspirantes avec le docteur Christophe Orr chez Albin Michel. Et aujourd'hui, on est ensemble pour présenter aussi ton nouveau livre que j'ai là, que je montre, qui est justement le titre Amoureuse avec un S, les femmes et C'est l'amour. Comment? Oui. important le S. Tout à fait. Les femmes et l'amour d'hier à aujourd'hui aux éditions Guy Trédaniel. Est-ce que tu voudrais peut-être dire autre chose par rapport à la présentation? Si j'ai oublié des choses, qu'est-ce que tu... Non, écoute, tu sais, moi enfin bon, ce qu'on peut dire, c'est deux mots sur mon parcours avant que j'exerce professionnellement mon métier de journaliste. C'est quand même que j'ai fait l'école du Louvre, donc en histoire de l'art, archéologie, et que ça m'a profondément marqué. Donc ça, c'est important. C'est aussi pour ça que j'écris beaucoup autour de la mythologie et des femmes en particulier, parce que dans l'histoire de l'art, c'est quand même non négligeable. Et voilà, une école de journalisme où on m'avait mis très très vite sur une chaîne info que j'ai quittée pour des émissions plus culturelles. Et voilà, donc en fait, comme tu l'as dit, j'anime Sagesse bouddhiste ce dimanche, j'écris pour Le Monde, j'écris des livres, beaucoup sur la spiritualité et le féminin. Et bah là, je viens de me lancer dans l'écriture d'un film. On m'a demandé d'être scénariste. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure. C'est une première pour moi. Mais je trouve ça chouette de pouvoir diversifier un maximum autour de ces thématiques de sens qui sont vraiment ce qui m'intéresse le plus. De toute façon, je ne pourrais pas faire autre chose. Et là, le mot oser prend tout son sens. Tu oses diversifier. Oui, même si c'est pas facile, parce que très honnêtement, je sais pas si tu connais un petit peu ce milieu des médias et du journalisme, mais bon, c'est pas toujours évident déjà en temps normal, j'allais dire, sur des thématiques assez généralistes. Mais en plus, quand tu souhaites parler de spiritualité, de philosophie, de psychologie, enfin de vraiment de tout ce qui pourrait aider les gens en termes de sens, on se rend compte qu'il y a une vraie demande. D'ailleurs, les ventes en librairie des livres le montrent, c'est-à-dire que les livres de développement personnel, de philo cartonnent, mais c'est vrai que malheureusement, dans l'audiovisuel, euh, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, j'essaye de me battre pour essayer d'entendre, de faire entendre des voix qui peuvent nous aider, nous éclairer, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un chemin qui est vraiment, effectivement, t'as pas choisi le chemin le plus facile, mais c'est quelque Non. chose qui fait vraiment sens pour toi. Donc on sent bien. Et merci d'être là, merci de transmettre et de porter, tu vois, tes messages justement dans les médias et surtout dans l'audiovisuel où on sait que la porte est pas encore grande ouverte, on va dire, mais c'est les petits pas. Hmm. Oui, très très petit. Hmm. Donc, eh bien, aujourd'hui, on va parler justement de ce livre que je remonte, Amoureuse avec un S. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Parce que t'as déjà écrit beaucoup sur les femmes, mais alors celui-ci, quel a été L'élément déclencheur. Alors, deux. En fait, la première chose, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un premier livre chez Kalman Levy qui avait plutôt bien marché, qui s'intitulait Les religions, le sexe et nous. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre tous les textes sacrés, la Bible, le Coran, les sutras du bouddhisme, vraiment de tout relire pour voir ce qu'il nous disait sur la question du corps, du désir, du plaisir, forcément des femmes, et du coup de voir vraiment ce qui était dans les textes. Et après, les interprétations qui en ont été faites. Donc pour ça, j'ai été voir
anthropologues, des historiens des religions, des psychologues et tout ça. Et bon, pour résumer, parce que c'est un sujet qui est très très vaste, tu t'en doutes, je me suis quand même rendu compte que le dénominateur commun des trois traditions monothéistes essentiellement, parce qu'en Orient c'est un petit peu différent, c'était la femme qui était considérée comme l'origine de tous les maux par son impureté à cause des règles, par le fait qu'elle donnait aussi la vie alors que les hommes n'avaient pas ce pouvoir, entre guillemets. Pour eux, à l'époque, c'était très compliqué, qu'elles étaient source de tentation. Enfin bon, si on relit les textes, on se rend compte qu'en fait, la femme a posé problème très vite. Et ça a commencé avec Ève, la pauvre, qui n'a rien fait d'autre que de croquer le fruit de la connaissance. Donc, je me suis dit quand même, qu'est-ce qui déjà à l'époque était aussi compliqué? On était vraiment dans les sociétés patriarcales hein, au départ. Et puis, bah, ça correspondait un petit peu à cette vague MeToo, où à nouveau, il y a encore eu bah, toutes ces discussions autour du pouvoir masculin, de la féminité, enfin, quelles pouvaient être les limites. J'ai eu le sentiment qu'on était à un moment de bascule, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire une histoire de l'amour, mais vue par les femmes, puisqu'on leur a longtemps confisqué, en fait, la parole, notamment vis-à-vis du sentiment amoureux et sexuel, bien évidemment, mais surtout amoureux. Et elles n'avaient même pas le droit d'en parler. C'était vraiment... donc, il y avait bien évidemment ces salons qui se tenaient au moment de la Révolution française, où elles se réunissaient entre elles parlaient de beaucoup de choses, et ensuite, ça se poursuivait sous forme d'échanges épistolaires. Mais après la Révolution, ça s'est terminé. Les femmes ont péniblement commencé à écrire sous pseudo, bien évidemment, souvent d'ailleurs des pseudos masculins. Et bah, ça n'a pas été très bien accueilli. Il faut attendre bah, les années 70 hein, pour que Mhm. vraiment il y ait ce mouvement de libération. Et je crois que c'est pas encore complètement terminé. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai décidé, comme bon, c'est vrai que je suis journaliste avant tout et que mes livres précédents étaient des essais, de faire une première partie, on va dire, assez pédagogique sur l'histoire de l'amour vu par les femmes, sur la mythologie, sur la littérature, la façon dont elles en parlaient et dont on en parle dans les mythes, dans les différents contes et tout ça. Et psychologie aussi, la question des hormones, de la biologie. Et j'ai fait une deuxième partie beaucoup plus personnelle parce que j'avais aussi envie, enfin, je suis une femme, voilà, qui a vécu ce qu'elle a vécu. Et quand je vois notamment autour de moi comment ça se passe en ce moment, enfin, avec les réseaux, avec toutes ces questions d'algorithmes, enfin, c'est absolument incroyable. On a des discussions avec des amis, mais moi qui me semble quelquefois complètement lunaire, et je me dis, mais l'amour, enfin, au départ, qui est censé être un sentiment noble et peut-être facile, finalement, aujourd'hui, est un objet de transaction, ce qui est quand même plutôt dommage. Ouais, et ce Donc qui voilà, j'ai voulu faire un état des lieux, mais vraiment en donnant cette espèce de prise de distance pour qu'on comprenne bien quand même, au fil des millénaires, comment tout ça a évolué. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu pars vraiment bah, du commencement d'aller justement bah, en allant dans l'histoire et après jusqu'à maintenant et de voir. J'ai appris des choses, des termes que je connaissais même pas sur maintenant ce nouveau langage un petit peu de l'amour et tu nous donnes justement le dictionnaire un petit peu Tinder là maintenant avec et c'est vrai que ça change. Maintenant, après, ce qui est bien aussi, c'est que tu replaces aussi, j'aime bien ce chapitre sur alors aimons, tu vois, et de se remettre aussi au centre bah, de se remettre au centre et puis de commencer déjà par soi-même. Hein. Oui, oui, bah, de toute façon, ce que je dis, c'est que, enfin, bon, déjà, ce film, lapsus, ce livre n'est pas un livre, comment dire, ultra féministe. Vraiment, j'insiste Ouais, là-dessus. ça, c'est important. Moi, je suis féministe dans le sens où la femme égale l'homme. Voilà, mais il n'y a pas de...
c'est pas un livre contre les hommes du tout, parce que les pauvres, ils ont reçu aussi une éducation enfin, qui a été difficile pour eux, et en fait, ils n'ont fait qu'appliquer ce qu'on leur demandait de faire, hein, ce que les mères disaient, ce que les pères leur montraient. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai travail là, de transmission et d'éducation à refaire, notamment de la part des mamans vis-à-vis des petites filles, pour bien leur imposer, enfin leur montrer quelles sont les limites. Et pareil pour les petits garçons, qu'ils apprennent à respecter l'intégrité du corps de l'autre, quel que soit l'âge. Bon, ça c'est. Mais du coup, je j'ai pas voulu que ce livre soit un procès. J'ai voulu terminer quand même sur des notes plutôt positives. C'est bon, une fois que ce constat est fait, aujourd'hui c'est comme ça. C'est pas forcément évident, mais l'amour existe quand même. J'y crois, en tout cas. Ah, j'ai perdu ma bout d'oreille. Et, et du coup, c'est pour ça que oui, oui, je voulais montrer comment les différentes formes d'amour, notamment l'amour plus sacré, spirituel, profond, pouvaient nous élever et combien c'était important. Parce Et que je me rappelle plus de ta question initiale. Je suis désolée, Nathalie. non, non, mais c'est bien parce qu'on est dans le flow. Tu sais, D'accord. non, non, tout va bien. Tu vois, c'est qu'une idée va sûrement en amener une autre. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est, comme tu l'as dit, c'est un état des lieux. Mais tu vois, je vois vraiment ce 180 degrés, en fait, où, tu vois, on sait d'où on part et maintenant, bah, de voir comment ça évolue. Et ce que j'ai vraiment aimé, et après, c'est la clé que tu donnes pour vraiment avoir aussi la relation saine qui est la. Oui, ça y est, je me rappelle. C'est l'importance de s'aimer soi. Voilà. Ouais, ouais, oui. Toi, Oui, donc tout ça pour en arriver au fait que, donc, effectivement, aujourd'hui, on peut aimer, enfin, il y a un vrai travail à faire. Il faut arrêter enfin, on n'est plus dans des générations comme celle de nos grands-parents, arrière-grands-parents, où une fois qu'on était mariés, ça bougeait plus. Et en fait, c'était très mal vu de se séparer, de divorcer, voire interdit d'ailleurs pour les femmes. Donc là, c'est vrai à la fois, c'est plus facile, mais en même temps, moi, je trouve que ça demande beaucoup plus de boulot aussi pour comprendre l'autre. Mais en même temps, c'est passionnant parce que ce que je pense, c'est que ça nous fait grandir. Et avant toute chose, effectivement, l'idée, c'est de se connaître soi-même, d'avoir travaillé sur son ombre, d'avoir travaillé sur soi. Alors, des fois, ça prend du temps, ça prend des années, il faut aussi vivre certaines expériences, c'est pas évident. Mais en fait, l'autre doit être un plus, j'allais dire, et non pas combler quelque chose qui nous manque. Ce qui est très important, c'est qu'on arrive à vivre soi-même seul, qu'on arrive à avoir une vie sociale, des loisirs, un métier qui nous comble, enfin. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on se met en couple, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir alchimiser tout ça et que ce soit pour quelque chose de plus beau. Donc, en fait, mais pour ça, il faut se connaître. Ça, c'est vraiment la première des choses, nos défauts, nos qualités, nos ombres, nos lumières, et ensuite savoir vivre seul pour pouvoir, j'allais dire, être complet et offrir à l'autre quelqu'un qui traîne pas des valises, des bagages qui sont souvent très compliqués après à gérer en couple. Et c'est vrai que parfois j'ai des échanges aussi avec des personnes et en fait n'osent pas, préfèrent rester en couple même si ça va pas parce qu'elles ont peur de justement d'être seules ou elles n'ont pas été habituées ou tu vois des fois c'est et ça c'est de redonner aussi bien tu vois cette confiance et là tu donnes aussi tu fais des petits points diagnostiques des petits points remèdes donc ça peut vous aider voilà à avoir cette confiance en soi de se dire parce que parfois on est en couple et on est seul et j'ai ça aussi tu vois comme retour Mm. aussi j'ai été mariée 21 ans, mais j'ai été seule en fait. Ouais. Et en fait, pour moi, il n'y a rien de plus terrible, hein. Voilà. Être seul, enfin, en fait, d'ailleurs, ça accentue, je pense, le sentiment de solitude quand on est en couple avec quelqu'un avec qui on ne partage plus rien. Enfin, je trouve que c'est terrible, hein. Il vaut mieux être seul, quelles que soient les difficultés, parce qu'après, il faut pas se mentir, hein, surtout pour les femmes, notamment quand il y a des enfants. Partir, donc ton émission, c'est oser la vie, mais pour le faire, il faut vraiment se préparer, j'ai envie de dire. Il faut pas que ce soit impulsif. Et il faut savoir que ça va pas être facile tous les jours. Mais le prix de la liberté
est tellement plus important que le fait de retrouver quelqu'un qu'on n'aime plus ou avec qui on doit faire des concessions. Enfin, je pense que c'est important maintenant. Puis on n'a qu'une vie, donc profitons-en, quoi. C'est dommage de. Enfin bon, moi je veux pas blesser qui que ce soit, mais je pense à des personnes de ma famille qui restent en couple depuis 40, 50 ans, qui se sont jamais aimés, qui se sont même pas choisis. C'était les parents qui arrangeaient un peu les mariages. Et finalement, là, qui arrive à 80 ans, en me disant, bon, bah voilà, j'ai raté ma vie. Prenons notre. En fait, l'idée, c'est de prendre sa responsabilité, de ne plus se considérer comme victime, mais et d'oser partir. Alors après, encore une fois, pour les mères célibataires, du coup, qui ont des enfants, je vous préviens, ça peut être le parcours du combattant, aussi bien financièrement, hein, quand on habite dans des grandes métropoles, trouver un logement avec un seul salaire, c'est pas facile, oui, enfin, c'est psychologiquement, c'est pas toujours facile parce qu'il y a souvent des procédures judiciaires qui sont pas toujours à l'avantage des femmes. Donc voilà, il faut. C'est dur, mais tu sais, c'est vrai que les retours que j'ai, c'est vraiment, elles ont tellement ce sentiment de liberté que évidemment c'est un prix à payer, comme tu as dit, parce que bah faut, je pense à des personnes, tu vois, qui pareil, qui nous, bah voilà, fallait travailler plus, fallait tout, mais à l'intérieur d'elles, elles sont contentes de l'avoir fait. Pour, Oui, il y a rien de mieux quand tu rentres chez toi et que tu es chez toi déjà et et que tu t'as pas la boule au ventre en fait toute ta journée en te disant mon Dieu, enfin je vais encore partager la soirée, enfin c'est dommage. En tout cas, pour moi c'est du gâchis. Voilà. D'où aller sur ma seconde question, qui est vraiment la clé d'une relation saine et la communication. Et je pense que pour moi, c'est la base aussi, cette Ouais. communication. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Parce que c'est vrai que tu le mentionnes et ça, je trouve ça bien parce que c'est souvent, des fois, il y a des non-dits, il y a des choses, tu vois, juste de pas le dire ou on peut pas se mettre à la place de l'autre et le fait juste d'oser parler, oser révéler ses sentiments, oser ses émotions, c'est beaucoup, mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'on a aussi son histoire et qu'on est tous différents. Oui, et là où tu as raison, c'est que justement, plus, j'allais dire, on vieillit, plus c'est compliqué, peut-être, parce que bah, on a de plus en plus de bagages avec nous. Euh, mais oui, la communication, c'est la clé. Et en fait, moi, je dirais aussi mettre son ego de côté. Parce que souvent, c'est par orgueil qu'on va pas aller vers l'autre, on va pas lui poser telle ou telle question, qu'on va pas amorcer des discussions. Moi, je pense que maintenant, justement, on est à un moment de vie où l'orgueil, il faut essayer enfin, vraiment de le gommer. Ça, c'est très important. Et communiquer, en fait, ça permet aussi de découvrir le langage de l'autre parce que, en fait, on connaît pas forcément son passé, comme tu dis. Ce à quoi il a été habitué, quelles sont ses valeurs, comment il a grandi. Et il faut du temps. En fait, il faut être patient. Et vraiment, alors moi, je te parle, je suis la première à devoir travailler sur moi. Hein. Vraiment, là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est absolument formidable et très patient. Mais c'est vrai il faut vraiment prendre son temps pour apprendre à connaître l'autre. Et en même temps, je trouve ça pas mal parce que ça évite toutes ces relations Kleenex qu'on voit voilà, autour de nous. Bon, je te parle même pas des applications, mais c'est donc voilà, apprendre à connaître l'autre et surtout savoir qu'il a peut-être un langage différent et enfin, ce qui peut nous blesser, bah, c'est peut-être finalement pour lui quelque chose qui est complètement anodin. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, moi, de mon côté. Et nous, on fait des choses, bah, voilà, sans forcément calculer qu'on peut heurter quelqu'un. Et finalement, si, parce que notre langage n'est pas forcément le même. Bon, de toute façon, on sait très bien que les hommes et les femmes ne communiquent pas forcément de la même manière, mais c'est encore décuplé Mais quand, quand on prend de l'âge, quand même. Hein. c'est pour ça que j'ai vraiment aimé, c'est pour ça que je voulais le transmettre, parce que quand t'en parles dans le livre, et je pense que des fois on oublie cette clé.
de la communication dans la relation amoureuse et de prendre le temps, comme tu as dit, effectivement, hein, ça prend plus de temps d'apprendre à connaître l'autre. Et puis aussi, il y a un chapitre sur le fait que du syndrome du prince charmant idéal qui n'existe pas, mais parce que toi, des fois, on a toujours des attentes et c'est aussi bah, comment mieux appréhender aussi la relation, quoi, on le sait. Ouais, bah ça, c'est un peu tous les contes de fées qu'on nous a lus quand on était enfant, hein. Ouais, ça, tu Mais le... bah, il y a peut-être quelques princes charmants qui se promènent, mais disons qu'en fait, vraiment, le plus important, c'est de savoir quelle valeur on recherche chez l'autre. C'est ce qui est le plus essentiel pour que ça puisse justement se développer, grandir et qu'il y ait un chemin d'accompagnement comme ça qui soit harmonieux. Je crois que c'est vraiment essentiel. Alors, tu sais, ma chaîne, ça s'appelle Ose ta vie. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une anecdote, hein? Après, tu choisis, tu vois, en fait, où tu as osé peut-être en amour, vu qu'on est sur l'amour, mais ou autrement, hein, je te laisse libre tu vois, quelque chose que tu pensais peut-être impossible et tu as osé et ça s'est réalisé. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous Il y partager? a plein, alors très honnêtement, il y a plein d'anecdotes que je pourrais vous livrer là, mais enfin celle qui me semble faire le plus sens, bon, j'en parle pas souvent, mais là je vais partager ça. En fait, j'ai vécu le tsunami en 2000, je crois que c'était en 2006, non 2004, 26 décembre 2004, j'étais aux Maldives. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était certes brillantissime, reporter de guerre, très charismatique, bon voilà, mais qui avait des penchants aussi assez toxiques. Bon, ça faisait une dizaine d'années qu'on était ensemble, mais j'arrivais pas à partir, tout simplement. Et il y a eu ce tsunami, et donc j'ai vu, enfin physiquement, je m'en suis sortie, il n'y a pas eu de souci. Psychologiquement, j'en sais rien parce que j'ai toujours des blackouts. Et en revanche, j'ai vu les personnes qui n'ont pas eu cette chance et qui étaient blessées, voire décédées. Et, euh, et en fait, quand je suis rentrée à Paris, cet homme a mal géré, je pense, l'après-tsunami, ce qu'on peut comprendre, mais en même temps, bon, il est un porteur de guerre, donc moi j'aurais imaginé qu'il allait mieux pouvoir accueillir ses émotions. Et bon, il y a eu une petite altercation où là j'ai vu un début de violence. Et je me suis dit, par respect pour les personnes euh, qui ont laissé leur vie là-bas, moi je suis rentrée vivante, j'ai cette chance-là. Dans le bouddhisme, on parle de précieuse vie humaine. Du coup, j'ai tout plaqué. Et là, c'est vraiment oser quitter ta vie quelque part, parce que inutile de dire que j'étais dans un très bel appartement à Paris avec lui. Bon, voilà, tout était confortable pour moi. J'avais du travail. Bon. Mais je suis partie au milieu de la nuit. J'avais mes affaires qui étaient encore trempées, voilà, de l'eau. Et, euh, et donc, je l'ai quitté. Donc, j'ai quitté cette personne pourtant que j'aimais, mais parce que j'ai frôlé la mort, du coup, ça m'a un petit peu recadré sur les priorités de la vie. Et c'est là où je me suis orientée vers les questions de sens, la spiritualité notamment. Enfin, en fait, j'ai quitté quelque chose, pas de superficiel, parce que ce que je faisais, c'était pas superficiel non plus. Je travaillais pour France 5, pour M6, enfin, c'était pas non plus. Mais j'ai vraiment voulu m'intéresser aux questions de philosophie, de psychologie, et c'est là où j'ai commencé à travailler pour Le Monde, puis France 2, Sagesse bouddhiste. Enfin, donc là aussi, il y a eu un changement de carrière. Et donc tout ça pour te dire que cette anecdote qui est un peu longue, enfin, c'est pour expliquer que des fois, on a besoin d'un élément déclencheur pour changer de vie, pour oser justement vivre une vie qu'on n'aurait pas imaginée. Et moi, l'élément déclencheur, je l'ai pas demandé du tout. D'ailleurs, je vais te dire franchement, à l'époque, le tsunami, je savais même pas ce que ça voulait dire, parce que, et d'ailleurs, je crois que beaucoup de gens ne savaient pas. C'est le premier tsunami de l'histoire depuis des siècles. Et, euh, et en fait, j'ai voulu en tirer les leçons et j'ai recommencé une vie, mais complètement différente à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'en suis heureuse, mais des fois, je me demande ce que je serais devenue si j'avais pas vécu cette épreuve-là.
Ouais, c'est vraiment, c'est là, comme tu disais, des fois, c'est les événements de la vie qui nous permettent d'oser aussi. Et là, effectivement, si, comme tu dis, si tu n'avais pas eu cet événement, bah, peut-être que ça aurait été un autre événement après. Mais là, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment aussi le fait qu'il y ait des personnes qui soient mortes. Et là, tu te dis, bah, à moi de prendre ma vie en main. Je peux plus rester dans ce Non, cadre. en fait, c'est une question de respect même vis-à-vis d'elle, enfin vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire, je peux pas me faire maltraiter au sens propre du mot. Accepter ça. J'ai la chance, moi, d'être en vie, donc je dois respecter cette vie. Et donc, vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis des personnes qui malheureusement n'ont pas cette chance. Mm, Et ils sont restés, quoi. mm, mm. Donc voilà, c'est une anecdote, si tu veux, qui m'a permis. Alors là, c'est pas le côté joyeux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce qui m'a permis de trouver, on va dire, l'amour, mais ça m'a permis, en tout cas, d'arrêter une relation très toxique et qui m'a préparé à la suite, en fait. Et tu t'en parles hein, justement dans ton livre aussi, voilà, des personnes toxiques, la dépendance affective. Il y a plein de petits chapitres justement comme ça pour que vous puissiez bien peut-être aller voir ce qui résonne en vous et peut-être vous identifier et voir justement ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois il y a ces petits remèdes et de voir comment on peut, sachant que c'est à chaque fois et c'est un long chemin et je pense que c'est aussi plusieurs lectures, c'est aussi plusieurs d'aller se faire aider. Comme tu le mets aussi de l'accompagnement, d'avoir un réseau aussi social, de prendre soin de son corps, de revenir. C'est vraiment un tout. Et tu vois, dans mon livre, en fait, Ostavi, j'ai pris la métaphore de la voiture en disant que notre corps, c'est comme notre véhicule. Si on l'entretient pas, il tombe en panne. Hmm. Donc, en fait, c'est important à des moments de la vie bah, on fait le contrôle technique pour les voitures. Pourquoi on le ferait pas pour le corps? D'aller l'entretenir. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'entretenir? Quel carburant vous mettez dans votre véhicule et quel carburant vous mettez aussi dans votre corps? Et quelle direction? Le GPS. Et puis enfin, c'est de piloter sa vie. Et c'est tous ces éléments ensemble qui font que bah, vous êtes la personne que vous êtes pour être au mieux dans cette relation amoureuse que vous choisissez en toute conscience et que après, bah, de toute façon, toutes les expériences désagréables aussi vous permettent de vous forger. Tu vois, toutes les expériences aussi que tu as eues, toutes les expériences que j'ai eues également. En fait, après, c'est quand on voit le chemin parcouru, on se dit, bah voilà, des fois, on peut aussi attirer toujours les mêmes personnes. Oui, bien sûr. Mm. Tout à fait. Mais parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris la leçon, c'est... Enfin, Jung en parle très bien, hein, le schéma se répète. Donc, c'est d'où la nécessité, je pense, après chaque relation, de prendre le temps, de réfléchir à nos comportements, pas forcément, même si l'autre a des torts, hein, mais on a aussi nos propres torts, on a peut-être accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Et je crois que c'est important de se remettre en question, mais tu parlais d'entretien, mais pour moi, la remise en question régulière fait partie de cet entretien. Euh, c'est important de voir, voilà, de faire le point sur nous, sur notre rapport aux autres. C'est pas toujours facile, mais je crois que ça demande du temps. Mm. Après, chacun est différent. Personnellement, moi, j'ai besoin, je suis une personne qui est, comment dire, j'ai une vie sociale, hein, et justement, le côté médiatique me suffit bien à ce niveau-là. J'ai mes amis que j'adore, bon, mais j'ai une fille que je chéris plus que tout. Mais j'ai besoin aussi de moments où je peux méditer, où je peux lire, où je me nourris d'autres choses. Et en fait, ça fait partie. Tu comparais notre corps à une voiture. Bon, pourquoi pas? Moi, je compare notre corps à un temple Mm. qu'on doit honorer aussi et qui est sacré. Et en fait, bon, le corps, l'âme, tout ça est lié. Donc, c'est pas évident, mais une fois qu'on a pris le pli, j'ai envie de dire, ça devient comme une mécanique, une forme de d'autodiscipline dans le bon sens du terme, parce qu'encore une fois, la discipline, c'est un terme qui fait peur, mais le fait de se donner rendez-vous, de se retrouver avec soi-même, même pas longtemps, hein, ça peut être 5 minutes quand on est vraiment débordé, mais juste faire le point, se poser, observer les événements de la journée. Et comme tu disais avant de commencer cet entretien, respirer, parce que on oublie aussi que respirer, c'est important. Bah, c'est comme ça qu'on peut avancer. Mm.
tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage. Et est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré? Ouais. Alors oui, il y en a beaucoup, mais tu sais, alors je crois que tu l'as cité. L'année dernière, j'ai sorti un livre qui s'appelle Des femmes inspirantes avec Christophe Fauré. Et en fait, donc l'histoire de ce livre, c'est que pour Le Monde, j'avais fait plein d'interviews de femmes incroyables, de Michelle Obama, Vandana Shiva, en passant par Marianne Faithfull, enfin bon, vraiment des grandes figures à la fois politiques, écologiques, du showbiz et tout ça. Et je voulais comprendre, parce que ça c'est vraiment aussi une obsession chez moi, c'est d'essayer de comprendre un peu l'âme humaine. Et le dénominateur commun de toutes ces femmes, c'était leur résilience. Et justement, comment elles avaient aussi changé de vie. Quand Michelle Obama me disait la conseillère principale de mon école m'a dit, mais jamais tu iras à Princeton, c'est vraiment pas pour toi, oublie. Bon, bah voilà, justement, elle en a fait un combat et elle a été acceptée à Princeton. C'est juste un petit exemple, mais bon. Donc en fait, ces différents portraits de femmes inspirantes, c'est des femmes qui m'ont inspirée, bien évidemment. Mais en plus, il y a Christophe Fauré, le psychiatre, hein, qui à chaque fois faisait une petite grille de lecture, des outils qu'on pouvait s'approprier pour nous aussi sortir de notre zone de confort, gagner en confiance, pratiquer la compassion. Enfin voilà. Donc moi, et oui, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée, mais j'ai envie de te dire, là, de manière plus perso, mon arrière-grand-mère, qui était pour moi la femme, la sage de la famille, voilà. Par son calme, sa gentillesse, voilà, je trouve que, Ouais, en fait, des personnes, mais en même temps, tu vois, très terrienne, hein, elle était, bon, son mari dirigeait une gendarmerie, mais enfin, voilà, elle était vraiment dans la terre, dirigeait une ferme et tout ça. Mais je trouvais que, voilà, se relier aux éléments naturels aussi était une forme de sagesse dont on devrait peut-être s'inspirer, nous. c'est vrai, là, tu parles de ton arrière-grand-mère et là, je vois que tu dédies aussi ton livre à ta grand-mère. Oui, ma grand-mère, donc sa fille, que j'ai adorée aussi et qui nous a quittés il y a quelques mois. Et oui, alors elle était, je l'adorais vraiment, mais c'est vrai qu'elle était, comment dire, beaucoup plus drôle, beaucoup plus moins sage. Bon, de toute façon, c'est clair, hein, c'était une petite fille qui faisait les 400 coups, mais du coup, moi, c'était une grand-mère que j'adorais parce que elle venait me chercher à la sortie du lycée avec sa deux chevaux bleu pétante en me faisant des grands signes. Enfin, c'était un peu la mamie de la boum, quoi. Donc, donc voilà, donc j'essaye de pas trop m'inspirer quand même de ces bêtises, même si moi, elles m'ont comblée parce que enfant, ça m'a beaucoup fait sourire. Mais oui, c'est des femmes, c'est des belles femmes. Ah, merci pour ce beau partage. Si tu avais un dernier message à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, hein? Bah, tout simplement, en fait, c'est pas si ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, la vie est courte. Enfin, c'est une évidence. Ce que je dis, ça peut sembler très bateau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais vraiment, un memento mori, c'est essentiel. Et puis, moi, j'ai envie de dire, quand vous vous couchez le soir, ou ça peut être le matin, mais faites un petit bilan quand même, de votre journée, peut-être de ce que vous aimeriez rectifier. Ça peut être un comportement envers une personne, ou c'est vrai qu'on procrastine beaucoup, mais je suis encore une fois, je suis pas du tout un modèle, hein. Je suis la première à procrastiner quand ça me plaît pas, donc voilà. Mais vraiment, je pense qu'il faut oser avant qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. Alors ça peut être dur à entendre pour certaines personnes, parce que c'est ce que je te disais, moi, les personnes qui sont d'un certain âge se lamentent pour certaines en me disant, et là elles se mettent dans la posture de victime, ah mais pourquoi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais j'ai envie de dire, il aurait fallu songer à ça il y a 40 ans. Donc là, allez-y. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, faut essayer, faut y aller. Tu vois, le plus dur, c'est le premier pas.
En fait, c'est juste de, tu vois, et après, des fois, ce qui est de décider avec soi-même, tu vois, dans ce que j'aime transmettre, oser, c'est aussi décider avec soi-même d'y aller. Et souvent, c'est le premier pas qui est le plus dur. Et après, bah, il y a tout souffle parce qu'on a décidé avec soi-même. Et je repense, tu vois, à des personnes, tu vois, qui disent, bah, j'aurais dû le faire avant. Mais j'ai envie de dire qu'il est, après, c'est sûr qu'à 80 ans, on va pas prendre les mêmes décisions qu'à 40, mais on peut toujours, eh bien, peut-être faire un petit pas. Parce que moi, il y a des gens qui me disent, ah, ce livre, mon livre, il est pas pour moi parce que, oh, bah, j'ai plus besoin d'oser. Et je dis, ah bon? Et pour moi, en fait, oser, c'est jusqu'au même au dernier jour de sa vie, à différents Ouais. niveaux. Il n'y a pas besoin. Donc, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je renforce, en fait, de allez-y, quoi. Mais Mm. parce que ça résonne en vous et que vous avez envie de, bah, voilà, de transmettre et d'être bien avec vous. En fait, c'est de pas avoir de regrets non plus. De pas avoir de regrets, voilà, exactement. Ouais. Ah, bah, merci beaucoup pour ton partage. Je Merci remonte à toi, Nathalie. ton livre qu'on peut trouver. Et est-ce que ton actualité, les projets, à part ce que tu nous as dit au début, mais est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, l'actualité, écoute, bah, en ce moment, donc, il y a les émissions bouddhistes. Je présente aussi tous les jeudis soirs une émission philo dans le cadre de la nouvelle Maison des Sagesses qui a été créée par Frédéric Lenoir. Donc, en fait, qui offre à la fois des séminaires et des webinaires que j'anime avec une thématique différente tous les jeudis et un philosophe différent. Il y a une session de questions-réponses avec, pour que ce soit vraiment très, très interactif. Je vais animer aussi, et ça me tient vraiment à cœur, le colloque Jung, qui est organisé aussi par Frédéric Lenoir, qui aura lieu à la Maison de la Chimie le 8 novembre. Donc là, on va faire venir les plus grands spécialistes de Jung, peut-être son petit-fils, ça, on est en train de négocier. Et, et voilà, et je suis toujours de toute façon en quête, décidément cette boucle d'oreille ne veut pas tenir. Non, mais de pouvoir en fait être dans le partage, voilà. Donc, je vais faire plusieurs salons du livre ces prochains mois, maintenant que les beaux jours arrivent. Et je me réjouis de rencontrer les lecteurs, de faire des conférences. Et c'est toujours intéressant de partager. C'est pour ça que je te remercie de ton invitation. Je trouve qu'on est souvent, nous, les auteurs, dans des tours d'ivoire. Et avoir des échanges comme ça nous, bah justement ce que je disais, ça nous questionne, ça nous remet, voilà, donc c'est plutôt chouette. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage et puis plein de bonnes choses et bien pour cette belle année 2025 avec ces beaux projets qui vont se mettre en place. Donc, merci à tous, merci à toi Nathalie, merci et je beaucoup. vous dis à très vite pour une prochaine émission au Stavi. À très bientôt. Au revoir Aurélie. Au revoir Nathalie.